Bonjour Monsieur Blancard-Dassac. Bonjour Diane. Bonjour auteur. Bonjour Manuel. Alors, on attaque le vif du sujet. Oui, par un sujet brûlant et d'actualité, la pandémie de coronavirus qui entraîne la fermeture des établissements scolaires, l'interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes, le confinement des personnes âgées de plus de 70 ans, etc. On annonce 79 décès en France et plus de 3600 contaminés à l'heure actuelle. Quelle impression vous donne cette importante crise sanitaire ? Eh bien, il y a beaucoup à dire. D'abord, sur les origines de cette épidémie, qui, donc, comme tout le monde le sait, est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, où cette ville a comme particularité d'avoir un laboratoire qui a été installé en collaboration avec la France et qui a été inauguré, je ne me rappelle plus quand, mais il n'y a pas tellement longtemps, quand Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur. C'est lui qui était allé inaugurer ça avec le mari de Madame Buzyn, Lévy, un des grands pontes de Big Pharma en France. Donc ça c'est une chose. Alors, première supposition, ça s'était échappé du laboratoire. Possible. Ceci dit, il y a tout de même aussi des choses bizarres. C'est que les pays qui ont été le plus touchés dès le départ, ça a été la Chine, l'Iran et la Corée. Bon, la Corée du Nord, on sait très bien ce qui se passe au point de vue. Donc 3 pays qui sont en pleine tension économique et militaire avec les États-Unis. Alors c'est tout de même curieux. Et d'ailleurs, les Chinois et les Iraniens et différents médias arabes dénoncent les États-Unis comme ayant été les auteurs du début de cette pandémie. Bon, donc voilà les données. Je voudrais aussi signaler une chose, mais j'y reviendrai prochainement lors de notre prochaine conférence au mois d'avril, que Israël étudie un type d'arme biologique ethnique, ciblée sur les Arabes. Ah, vous disiez les Chinois précédemment dans l'ancien entretien. Ah non, les Arabes. Donc ça c'est Israël qui cherche... Oui, les Arabes. Le problème c'est qu'ils rencontrent une certaine difficulté, d'après ce que j'en sais, enfin pour l'instant c'est une information brute que j'ai. Le problème c'est que, étant donné que les Arabes sont des sémites aussi, il y a plein de caractéristiques semblables. Alors, les Israéliens auraient découvert une petite différence qui leur permettrait justement de fabriquer cette arme biologique, centrée sur les... Donc voilà, je vous livre ça, et j'en parlerai plus longuement lors de la prochaine conférence, le 4 avril prochain. Donc ça, c'est le décor. Et puis, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, cette pandémie s'est étendue à différents pays, dont l'Italie malheureusement. Le nord de l'Italie, c'est ça qui est très curieux, que je n'arrive pas à m'expliquer, je n'ai pas de données là-dessus. Donc tout est fait pour diviser les peuples. Pour paniquer les peuples. Pour paniquer les peuples. Et d'ailleurs, justement, on en a eu un aperçu, c'était quoi jeudi, que Emmanuel Macron a fait son show, dramatisant, appelant à l'union sacrée, etc., etc. Moyennant quoi il a décidé de la fermeture des écoles, des universités, etc., sous prétexte de préserver ces bien chers petits Français qu'il aime tant, de la propagation de l'épidémie, moyennant quoi, en fait, on va vers la paralysie du pays. Et la paralysie et la ruine du pays encore un peu plus. Comme l'Italie. Comme l'Italie. Bon, alors, tout dernièrement, je crois que ça remonte à hier, Édouard Philippe a décidé que tout rassemblement de plus de 100 personnes était interdit. Ah bon? Alors ça concerne qui?
ça concerne les messes. Mais en principe, ça devrait concerner aussi les offices à la synagogue, à la mosquée. Et puis que vont faire les frères Latruelle à la loge? Est-ce que la police va débarquer aussi, comme à la synagogue, comme à la mosquée, comme bien sûr, en tout cas pour les églises, vont débarquer dans les loges pour voir s'il y a 99 personnes simplement? Donc voilà, c'est très curieux, vraiment, on dirait que les pouvoirs publics se servent de cette histoire-là pour verrouiller, serrer, installer leur dictature. Et puis cette interdiction tombe à la veille d'une manifestation importante contre la destitution de Macron, la manifestation des Gilets jaunes. Tout à fait, une manifestation qui visait justement à réclamer la démission de Macron. Donc on se rend très bien compte qu'avec ces heures de bon apôtre, il cherche à briser le mouvement de protestation qui enfle. Alors, moi, je me suis tout de même donné la peine, mais franchement, ça a été difficile à digérer parce que je ne peux pas supporter sa gueule. J'ai regardé son allocution. Et là, vraiment, il ne manque pas d'air. Alors, sous prétexte de nous protéger, alors il nous a raconté toute une salade que nous allons faire, et pourquoi il n'a pas fait? Hein? Pourquoi il n'a pas fait? Que je sache, et d'ailleurs tout le personnel soignant de haut en bas de l'échelle se plaint que les masques, ils n'avaient pas prévu. Et petite parenthèse en passant, il paraît que le stock que l'on avait, Madame Buzyn, avant de démissionner pour être candidate à la mairie de Paris, a envoyé le stock que l'on avait aux Chinois. Alors ça m'a tout de suite rappelé un petit truc, ça, c'est toujours bon de rappeler des choses, c'est que lors de la guerre civile d'Espagne, le gouvernement Léon Blum avait envoyé tous les armements modernes qui existaient en France, donc avions, chars, etc., au Rouge d'Espagne. Moyennant quoi, quand Paul Reynaud a déclaré la guerre sous l'égide de la Grande-Bretagne au Troisième Reich, eh bien, la France n'était plus équipée suffisamment. Donc voilà, petit rappel comme ça en passant, pour se faire plaisir. Donc nous allons faire. Donc les masques, les gels désinfectants pour les mains pour les infirmières, au point qu'elles sont obligées d'acheter elles-mêmes les produits. Bon. Et puis, nous allons faire aussi, nous allons fermer les frontières, mais il faut d'abord s'entendre avec les autres pays d'Europe. Donc, moyennant quoi, les infectés peuvent rentrer en France allègrement. Ah mais il faut tout de même comprendre une chose, il faut comprendre ce brave monsieur Macron, c'est que si on ferme les frontières, ça va nuire à l'arrivée des migrants. Donc voilà ce qu'il y a derrière. Il a dit qu'il ne faut pas tomber dans le repli nationaliste. Ah oui. Le virus n'a pas de passeport. Tout à fait. Alors, toujours encore, le petit coup de patte au nationalisme, toujours la même chose. Donc vraiment, c'est qu'une ordure. Je m'excuse du terme, c'est qu'une ordure. C'est un homme qui travaille contre les intérêts de la nation et il faut le dénoncer. Donc voilà, pour répondre, je crois, à cette question. Peut-être j'ai oublié des choses, mais... Oui, petit rappel, Jérôme Bourbon, hier, nous disait qu'il a entendu des gens retrouver un intérêt, un gain. C'est le père de la nation, maintenant, Macron, puisqu'il est là pour nous protéger. Tout à fait. Alors, oui, exactement. Ça lui Jérôme donne Bourbon, hier, qui nous a appris... Alors, on en est resté sidéré. Quelqu'un, donc, de nos milieux, qui a entendu le truc de Macron et qui l'a comparé au message du maréchal Pétain. Donc vous vous rendez compte ce que cela révèle d'inculture et de formation politique dans nos milieux de lecteurs de Rivarol. C'est pas une attaque contre Rivarol, ça veut dire que les gens ne savent pas lire. C'est incroyable. Comparer Macron à Pétain, mais on a envie de fouetter le bonhomme. Après, c'est un mec comme ça. Ouais. Non, c'est peut-être pas révélateur de tout le monde, mais quand même. Vous connaissez la formule, la bêtise humaine est ce qui donne le mieux la notion d'infini.
Et puis il y a donc une volonté aussi de faire peur, comme vous disiez. De dramatiser. De dramatiser pour faire passer. Et ça m'a fait penser. Il y a aussi une chose que je ne révélerai pas aujourd'hui, parce que je ne veux pas utiliser toutes les cartouches en même temps. Et ce sera pour la conférence du mois d'avril. Il y a une déclaration d'Attali. Ah oui. Ah, mais on va encore vous traiter de complotiste. Voyons. Où sera-t-on vous avez fait. Pourra-t-on encore se rassembler à 3? Je pense pas. Je pense. Non, non. Voilà. C'est délirant. Et donc la phrase, celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes. De leurs âmes. C'était Machiavel qui disait. Tout à fait. Tout à fait. En son temps. Et selon vous, en tant que docteur, vous pensez qu'il y a bien un patient zéro? On n'arrive pas à savoir la cause première de ce coronavirus. Parce qu'on nous dit, oui, une chauve-souris, un cogolin, une chauve-souris, le marché de viande, Wuhan, etc. Bon, certainement, essayons d'être sérieux. Est-ce qu'on nous a fait une comparaison entre la mortalité habituelle de la grippe saisonnière par rapport au soi-disant coronavirus? Jamais vu la moindre comparaison. Or, j'ai retrouvé dans la collection de la politique, c'était dans c'était pas un éditorial, je crois, un article que j'avais fait spécialement sur la grippe H1N1, et j'avais trouvé à l'époque une information qui est révélatrice, selon laquelle les victimes du H1N1 étaient 10 fois moins que les victimes de la grippe saisonnière habituelle. Alors rappelez-vous tout le tintamarre que ce cher Sarkozy et dame Cachalot, pauvre Cachalot, avait fait pour nous vendre leurs vaccins. Pour nous vendre les vaccins, encore une fois. Toujours au bénéfice de Big Pharma. Et Big Pharma, en fait, on ne s'en est pas rendu compte, c'est venu progressivement. On se rend compte actuellement que ça fait partie du grand complot mondialiste. Donc ça fait partie, donc on fait peur au peuple, on les pousse à se faire vacciner. Or, dans ces vaccins, il y a des supports qui sont dangereux pour la santé, qui peuvent déclencher d'autres maladies qui, elles, sont malheureusement réelles. Et voilà. Donc, en fait, et à l'époque, j'avais cité 2 ou 3 textes de scientifiques, un aux États-Unis et 2 en Angleterre, je crois, dans lesquels ils disaient, enfin, c'était quasiment la même idée, de toute façon, il y a trop de monde sur la Terre. Donc, s'il y a trop de monde sur la Terre, il y avait un Anglais qui disait, pour être viable, la Grande-Bretagne devrait être réduite de 30 millions d'habitants. Est-ce qu'ils ne se tirent pas une balle dans le pied, ceux qui organisent cette pandémie? Attendez, laissez-moi terminer. Oui. Parce que, notamment, Justine Trudeau, son épouse, a été contaminée. On voit que Bolsonaro également a été contaminé. Tout à fait, oui. Donc, comment expliquer ça s'ils organisent? J'espère qu'il a fait la bise à Trump. Ils se sont serrés la main, en tout cas, apparemment. Et non, mais tout à fait. Justement, on en discutait hier soir lors de notre dîner avec Bourbon et avec André Grandillon. C'est que, alors, je ne sais plus lequel des deux disait, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est un coup d'essai pour quelque chose de plus gros qui viendrait à plus tard? Avec ces espèces de vous avez parlé de mutation. Tout est possible. Mais le problème, c'est que vu la contamination du coronavirus aujourd'hui qui leur revient dans la gueule, ça pourrait les faire réfléchir. Donc c'est bien gentil de lancer des armes biologiques, mais les virus n'ont pas de frontières. Et bon, même si on ferme les frontières, ça atténue. Enfin, ils ne sont pas à l'abri que ça leur revienne dans la gueule comme un boomerang. C'est sûr. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Prochaine question. Les résultats des municipales auront lieu demain, docteur. Cependant, pouvez-vous revenir sur la candidature d'Agnès Buzyn et sa tentative de drague auprès de Rachida Dati, pour qui vous avez conseillé à voter? Bon, alors malheureusement, cet entretien ne pourra pas être publié avant demain. Mais enfin, je vais tout de même répondre, parce que c'est tout de même porteur de leçons. Alors là, effectivement, la Buzyn a essayé de faire du charme à Rachida Dati.
lui proposant une alliance, et j'ai apprécié la réponse de Dati, qui l'a envoyé bouler sèchement, parce que l'autre disait oui, il faut apaiser Paris, etc. Et Dati lui a répondu, on n'a pas besoin du nounou pour Paris, mais on a besoin d'ordre, de propreté, etc., etc., etc. Moyennant quoi, bon, apparemment pour le moment, elle est en première ligne. Et alors je voudrais signaler une chose qui est tout de même très curieuse, c'est que le parquet national financier vient de la mettre en examen pour soi-disant utilisation d'argent public, etc., à des fins non conformes. Et ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'est ce qui est arrivé à François Fillon dans les quelques semaines avant les présidentielles, pour le dégommer, pour l'euthanasier, comme j'ai dit. Donc c'est curieux, Rachida Dati est en train de casser le jeu du pouvoir, qui aurait bien voulu voir soit Hidalgo, soit Buzyn élu, alors que c'est peut-être Rachida Dati qui sera élue. Alors certes, on me dira qu'elle a été sarkozyste, je crois qu'on en a déjà parlé, j'ai répondu aussi. Oui, elle a été, peut-être qu'elle l'est encore, j'en sais rien, mais enfin, je crois surtout que maintenant, l'ambition la pousse et qu'elle va jouer son jeu personnel. Et j'ai vu avec un petit sourire que Sarkozy s'était immédiatement propulsé pour participer au meeting qu'elle devait faire. Je crois qu'elle ne va pas le faire d'ailleurs, du fait des nouvelles règles. Et Sarkozy essaye toujours de se rappeler au bon souvenir des Français. Et Sarkozy a apporté son soutien. Sarkozy a apporté son oui, soutien. mais il va au sujet de la victoire. Il va au sujet de la victoire. Alors, soit pour éventuellement en profiter, soit comme il l'a fait avec Fillon pour la torpiller. Non, Fillon, il n'a pas apporté son soutien à Fillon. C'est pas la même, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais bien que c'est pas pareil. Mais ça a été très stupide d'ailleurs. On peut faire tous les reproches qu'on voudra à Sarkozy, c'est évident. C'est une infâme crapule. Mais il est tout sauf idiot. C'est un fin manœuvrier qui bénéficie bien entendu de l'appui des médias. D'ailleurs, c'est typique. J'écoute le matin en me rasant Radio Classique, qui vous savez est une radio juive quand même. Et dans la musique qu'ils passent, ce sont toujours des interprètes israéliens. C'est typique. À 98-99%, sont toujours des interprètes israéliens. Chefs d'orchestre ou musiciens eux-mêmes. Bon, bref. Et alors là, la lèche constante qu'ils font à Macron, c'est révélateur. Bon. Et alors, elle serait membre du siècle, Rachida Dati? Alors, oui. Et j'ai eu cette information. Bon, rien ne m'étonne, c'est évident, mais enfin, comme je suis tout de même curieux et j'aime bien vérifier les choses, je suis allé voir et je crois même que c'est vous qui m'aviez envoyé l'information. Bah. Alors, il y avait la liste des membres. Et certains anciens membres aussi. Alors, attendez. Je regardé la liste. Je n'ai pas vu le nom de Rachida Dati, et je l'ai signalé. Alors, cette information a été diffusée par Vincent Lapierre, au départ d'une information de Mediapart. Attendez, non, alors, Vincent... c'est ce que j'ai vu, moi. C'est parti. Alors, attendez, je finis mon truc. Hein. Oui. Par contre, on trouve trace de la présence de Rachida Dati en 2011 ou 2012. 2011. Au milieu du siècle. Exactement. Mais comme participante, pas comme membre. Et pas la même chose. Vous pouvez être invité, mais ça ne veut pas dire que vous êtes membre. Et c'est un petit peu le coup tordu qu'avait fait Philippe de Villiers envers François Fillon en disant qu'il était membre des Bilderberg. Alors évidemment, dans le milieu, quand on parle de Bilderberg, le diable est là. Bon, et la différence, c'est que Fillon avait été invité, parce que c'est tout de même un homme c'était un homme d'une certaine surface politique, et ce genre de milieu crypto-maçonnique essaye toujours d'attirer les gens qui ont un pouvoir ou une résonance politique. Donc, entre membres et invités, c'est pas la même chose. Mais bon, mais le siècle... Alors,
Pour en revenir, à la base, l'information que j'avais trouvée, c'est qu'elle aurait participé au dîner du siècle qui a eu lieu en février dernier. Je n'ai pas trouvé son nom. Non, mais après, une fois, quand j'ai vu la liste, j'ai pris la liste, il n'y a pas son nom dessus. Oui. Plus tard, après, en cherchant si elle avait été invitée un jour, je tombe sur sa présence, je découvre sa présence au dîner du siècle comme invitée, me semble-t-il, en 2011. Oui. Mais ce que j'ai vu aussi. Plus tard, si ça c'est la source de Mediapart, c'est qu'elle a donné la liste, et elle est, selon leur liste, elle est membre du siècle, qui est un club paramaçonnique. Moi, je n'ai pas vu qu'elle était membre du siècle. Mais c'est que Mediapart qui diffuse l'info, mais à être vrai. Alors, à être vrai. Si on part du principe que c'est vrai, c'est un club paramaçonnique, comme vous le savez très bien. La maçonnerie, vous la dénoncez. Alors, ça a été créé, comment il s'appelle déjà C'était un Français du Contorien qui l'a fondé. Ça a été créé au lendemain de la Libération. Le lendemain de la Libération, est-ce que j'ai ça C'est même intéressant à faire connaître. Oui, en tout cas, c'est un bon, tant pis, on ne va pas perdre de temps à chercher ça. Mais c'était effectivement un membre du Grand Orient, talent composé. Enfin, tant pis. Bon, les gens chercheront. Moi, je ne l'ai pas en tête non plus, mais j'avais vu ça. Mais à être vrai, docteur, est-ce que vous maintenez votre consigne de vote? Oui, pour la même raison que j'ai déjà donnée. Bon, c'est évidemment pas l'idéal pour nous. Oui, c'est évident. Simplement, quoi, qu'est-ce que vous voulez? Hidalgo de nouveau ou Buzyn? Ni la peste, certains disent pourquoi pas Campion ou pourquoi pas Villani. Campion, oui, parce qu'ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Donc on est obligé de choisir parmi ceux qui ont une possibilité de gagner. Et bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est la moins pire par rapport à Hidalgo ou Buzyn. Question suivante. Qui est Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé? Bon, alors c'est un homme qui bien entendu vient de gauche, encore un. Et là, je voudrais rebondir sur une chose que les médias cherchent à nous inculquer, c'est qu'en fait, le seul représentant de la droite aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Non, mais il faut le faire. Mais comme quoi, mentez, il en restera toujours quelque chose, comme disait Voltaire. Hein. Donc voilà, alors le brave bourgeois qui entend ça, ah bon, d'accord, Macron représente la droite, on va voter pour lui, bien sûr. Donc vous voyez comment les gens sont manipulés. Donc ça vaut la peine tout de même de relever. Bon, alors... Attendez, votre question, Olivier Véran, qui est-il? Ah oui, Olivier Véran. Alors là aussi, Olivier Véran, c'est un garçon très intelligent. Il a été à l'origine, c'était donc sous la direction de Dame Buzyn, quand il était ministre de la Santé, et il a fait partie d'un plan pour les hôpitaux qui a mis le feu aux poudres dans tout le personnel de la chaîne sanitaire des hôpitaux publics. Donc c'est à cause de la crise qu'il y a actuellement aux hôpitaux publics. Donc on ne peut pas dire qu'il soit tellement aimé dans ce secteur-là. Bon, alors en plus de ça, on sait qu'il est du dernier bien avec le CRIL dans sa région d'Auvergne. Non, pas d'Auvergne, c'est... je ne sais plus dans quelle région il est, enfin bref, peu importe, dans sa région. Donc voilà. Oui, on l'a vu dans un repas petit déjeuner avec tous ses amis. Oui. Alors il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire à propos de... Mais ça colle avec la question en question. Il faut savoir d'où elle vient. Donc on sait qu'elle est d'origine juive. Attendez, vous reparlez de Buzyn là? De Buzyn. Oui. Ah, parce que on était sur Véran, c'est pour ça. Oui, d'accord, mais comme Véran a travaillé avec Buzyn, sous les ordres de Buzyn, oui, j'en profite pour revenir une chose que j'ai oubliée tout à l'heure. Ben, ça vaut tout de même la peine de... Donc ça concerne bien Dame Buzyn. Elle est la fille de Elie Meyer,
Buzyn, membre actif de la loge Samuel Freud du Bnei Brit. Voilà, bon. Elle a fait partie des conseils d'administration des laboratoires pharmaceutiques Novartis et Bristol Myers Squibb. Elle est mariée à Pierre-François Weil, fils de l'avorteuse Simone Weil. Elle a été reçue à plusieurs reprises par le Grand Orient de France pour traiter de l'euthanasie. Bon appétit. Alors pour une petite information aussi concernant Olivier Véran, ça avait été un farouche défenseur du délai de rétractation des femmes qui souhaitaient se faire avorter. Oui, oui. Ouais, lui, il voulait que, avorter. voilà, vous voulez aller hop direct. Moins de Français. Ah, il faut faire de la place pour les migrants, comme disait... Attali, non, c'était pas Attali, c'était Yves Cochet. Ah oui, Cochet, oui. Prochaine question. Pour revenir sur l'affaire Griveaux, selon vous, quels sont ceux qui avaient intérêt à le faire tomber? Très bonne question. Je pense que c'est Macron. Pour une raison très simple. Bon, alors premièrement, une question. Comment se fait-il que cette vidéo, où cet imbécile de Griveaux s'est filmé dans une position, bon, je ne vais pas donner de détails quand même, scabreux, comment cette vidéo est-elle tombée entre les mains de la presse? C'est pas lui qui est allé la balancer à la presse, certainement pas. Non, donc c'est un petit copain, qui a fait ça. Alors à qui cela profite-t-il? Ça a permis de le faire dégager parce qu'il était visible qu'il n'avait aucune chance de gagner à Paris, pour les municipales. Et de le remplacer par Dame Buzyn, qui elle apparaissait comme le chevalier blanc qui allait tout emporter. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait le cas. Elle est toujours en troisième position, elle ne démarre pas. Donc moi je pense que c'est un coup tordu, un de plus, qui vient du pouvoir, parce qu'ils avaient besoin de se débarrasser de Griveaux, qui ne faisait pas le poids pour emporter la mairie de Paris. Et la personne qui a donné la vidéo à la presse, c'est la femme avec qui Griveaux avait échangé, qui se trouvait être la compagne ou l'épouse de l'artiste russe. De ce russe qui est ici. Qui apparemment, lui, il a d'autres vidéos à révéler apparemment. Oui, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous a raconté l'histoire. Oui, je trouve ça bizarre quand même, que ça apparaisse brusquement comme ça. Là encore, à qui profite l'affaire? Et paraît-il qu'en juillet, comment s'appelle-t-il cet avocat? Juan Branco oui. A dit, dès le mois de juillet, il avait dit qu'il était capable de faire tomber Griveaux. Oui. En le départ des vidéos, le montrons nu. Mais c'est seulement quelques mois plus tard qu'on sent l'affaire. Il y a un coup tordu derrière, il y a un coup tordu. Je ne vais pas plaindre, nous n'allons pas plaindre Griveaux, bien entendu, mais dans cette histoire, il était une victime des intérêts du pouvoir. Alors pour continuer sur Agnès Buzyn, avant son départ du ministère de la Santé, elle a annoncé qu'à partir de la rentrée de septembre 2020, les écoles d'aides-soignants ne recruteront plus sur concours mais sur dossier. La raison évoquée, redonner de l'attrait à la profession. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Ça veut dire que maintenant, mais c'est un phénomène incroyable. Donc les gens ne vont plus être nommés en fonction des capacités qu'ils auraient, mais sur un simple dossier où on peut mettre n'importe quoi. Et qui décidera? Ce sera le ministère de la Santé. Donc on fera passer les petits copains, les petites copines, et puis on fera passer les migrants. Alors, je n'avais pas dû faire du racisme primaire, vous savez très bien quelle est ma position là-dessus. Je ne vois pas d'inconvénient à première vue que des gens issus de l'immigration puissent intégrer nos systèmes de santé ou autres, mais à condition qu'ils en aient les capacités. Oui, au mérite. Donc, au mérite, et pas... mérite, exactement. Et condition supplémentaire, à condition qu'il n'y ait pas de candidat français de souche. Français d'abord. Par déficit de personnes. Mais par déficit de personnes. Donc ils passent en deuxième. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut, mais d'abord les Français de souche. Priorité nationale.
C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc voilà, tout est fait, c'est toujours la même chose, la préférence étrangère. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, évidemment. C'était à une autre époque. Le château privé de la famille de la journaliste Apolline de Malherbe sera rénové grâce au loto du patrimoine de Stéphane Bern. Que dire de cette collision? Tu le récompenses. Tu le récompenses parce que je la connais assez bien, la petite Malherbe. Et d'abord, elle s'est fait connaître comme actrice, c'est une piètre actrice, dans des films plus ou moins policiers, des trucs comme ça. Elle aime bien jouer de la croupe et de la poitrine. Bon, pourquoi pas? Et puis surtout, elle a commencé à apparaître comme l'une des intervenantes à BFM TV, qui est la chaîne, entre autres, d'un certain Patrick Drahi, franco-israélien. Et alors son nom de Malherbe, ça m'a évoqué une chose que je citais d'ailleurs dans mon livre La maçonnerie. Il y a eu un Malherbe du temps de Louis XV qui a remplacé le cardinal de Fleury. Et alors que le cardinal de Fleury avait soigneusement poursuivi les débuts de la maçonnerie, Malherbe, lui, a fait ami avec les philosophes et bien entendu avec la maçonnerie. Et petit clin d'œil aussi que je voudrais faire remarquer, j'ai un texte de Bernard Antony, le marin Bernard Antony, applaudissant à l'action de Malherbe. Bon, donc la Malherbe, elle est au service de qui vous savez, pas besoin de faire un petit dessin, donc il est normal que Stéphane Bern, ah tiens, Stéphane Bern, qui s'occupe de l'art en France, il est de quelle origine? À Berne, c'est lui. Vous avez besoin Nom de ville. Comme je dis, vous avez besoin d'un dessin ou d'une caricature et de profil. Et alors les Français sont encore cocus dans cette histoire parce qu'ils pensaient donner leur argent en loto du patrimoine, en rénovant des biens qu'ils pourraient ensuite visiter. Mais bien entendu, que ce sera le château de cette donzelle. Raphaël Glucksmann semble moquer ironiquement le complot fomenté par ses coreligionnaires. Dans un tweet du 6 mars, il a dit « Je tenais à vous informer que je fomente un complot juif mondial pour grand remplacer les blancs chrétiens par des noirs musulmans et violeurs en Europe. Évidemment, mon vrai pays n'est pas la France mais Israël, et on me conseille d'y retourner au plus vite, avant la libération en tout cas. D'ailleurs, j'ai organisé un faux génocide il y a 80 ans pour le créer, ce pays, donc il serait bon que je l'honore de ma présence. Car il faut tout de même reconnaître mes qualités de mise en scène. J'ai créé Hollywood et c'est pas rien. Et j'ai créé Hollywood, blablabla. Après j'ai pas la suite, mais bon. Donc il a l'air de valider le complot, mais en le moquant. Alors là, pourquoi début en le moquant? Est-ce que c'est pas ce qu'il pense réellement? Écoutez, il a l'air d'avoir un double langage alors, oui. Parce que tout de même, d'après tout ça, il faut savoir tout de même qui est la tribu des Glucksmann. Il est le fils de... Lui c'est Raphaël. Lui c'est Raphaël. André. Son père c'était André, qui était un des acteurs de mai 68, avec Cohn-Bendit, comme il s'appelait, toute la bande. Hein. C'est pour ça que je dis que mai 68 c'était une révolution juive. Et non, moi j'ai tendance à croire qu'il est sincère quand il dit ça. C'est dans leur ligne. C'est dans leur ligne. Mais il a voulu utiliser l'ironie en tout cas. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas la déclaration est une mise en garde pour nous. On va parler de deux personnes que vous aimez beaucoup. Marlène Schiappa a débattu avec Éric Zemmour sur CNews concernant l'assimilation culturelle des étrangers en France. Elle défend une société française qui se refuse à toute discrimination. Zemmour estime qu'un étranger qui arrive en France doit s'adapter et s'approprier à la culture française. Est-ce que votre opinion sur Zemmour a-t-elle changé? Pas du tout. Pas du tout, mais comme je l'ai déjà dit, c'est un garçon remarquablement intelligent, manœuvrier,
qui sait trouver les mots pour se faire bien voir des milieux nationaux catholiques français. Mais en fait sa ligne est toute simple. Aidez-nous à nous débarrasser des musulmans et on fera la France juive. Et on sera dans le meilleur des mondes. Tout son message est là. À chaque fois, c'est bon, son discours c'est toujours ça. Les noms, les prénoms du calendrier, comme si le CIA était, etc. Qu'il faut s'approprier. Il ne faut pas qu'il se moque du monde, quand même. Comment se fait-il qu'il oublie l'action de ces co-religionnaires Attali, Henri Lévy et compagnie, qui passent leur temps à prôner l'immigration en France pour nous détruire? Il y a un petit problème, là. Donc c'est un jeu de rôle entre les deux tendances juives. D'ailleurs, ils sont très copains, paraît-il. Bien sûr qu'ils sont très copains. Bravo de le rappeler, exactement. Ils prennent le taxi ensemble. C'est un jeu de rôle. Sur CNews, vous avez vu qu'il a bon, j'appelle pas ça un débat, j'appelle ça une pièce de théâtre entre lui et BHL. Oui. Parce que BHL est immigrationniste, comme vous le dites, et Zemmour fait exactement l'inverse. Ça veut dire, dans le but ultime, tout le monde sait du choc de civilisation. Il faut absolument qu'on commence à se battre contre les Arabes, les musulmans, les peu importe. Tout à fait, je vous dis, je vous rappelle, son but ultime, c'est avec les cathos, les nationaux, etc., on jette les musulmans dehors, et puis on s'entend, ce sera la France juive. Quels étaient rappelez-vous les textes que j'ai cités de lui au départ de son livre Un destin français. De tout temps, la France et Israël ont été amis, etc., etc. Bon, d'une part, à l'époque, du temps de la monarchie, Israël n'existait pas, c'était la Juiverie. Deuxièmement, tout de même un certain nombre de rois de France qui les ont mis périodiquement à la porte parce que du fait de l'usure et tous les autres trafics des communautés juives, ça provoquait des pogroms en France. C'est ça l'entente avec Israël, on peut exagérer. Et puis quand il nous dit qu'est-ce qu'il avait encore sorti comme énormité, Saint-Louis, roi juif. Oui. Saint-Louis, roi juif, etc. Mais plein de trucs comme ça. L'opération Ronce aussi. L'opération Ronce avec l'aide de Tsahal. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit en résumé tout à l'heure. On fait ami avec les Français, cathos, etc., etc., parce que bon, on a peur des musulmans, mais parce que eux commencent à avoir peur des musulmans qu'ils ont fait venir et continuent de faire venir. Alors, pour eux, c'est Frankenstein qui se réveille. C'est lui aussi. Alors, il voudrait bien se servir de nous pour dire ça. Et rappelez-vous, il y a deux choses à rappeler encore. Rappelez-vous cette anecdote qui a été sortie, mais très révélatrice, du rabbin Chaya. L'histoire des trois coqs. Le grand coq et le petit coq. Qui l'a emporté, le petit coq. Parce qu'il a réussi à lancer les deux blocs l'un contre l'autre. Et après, il apparaît comme vainqueur. Donc, toute la stratégie juive est là. Sans faire s'entre-détruire ses ennemis, vont apparaître finalement comme le grand vainqueur. Déjà, Zemmour, je me souviens plus de la date, c'est lui qui suggérait d'envoyer l'armée pour nettoyer les banlieues. Oui, bien sûr. C'était ça l'opération. Et encore, mais qui continue? Si réellement le monde musulman, et effectivement, de par un certain nombre de ses composants, représente un danger pour la population française, pourquoi on ne ferme pas les frontières à cette immigration? Au contraire, on les fait venir de plus en plus, avec plein d'avantages que les Français nécessiteux n'ont pas. Donc il y a une volonté de nous submerger par cette immigration. Mais le juste retour des choses, c'est que les Juifs qui habitent en France maintenant commencent à avoir peur de l'antisémitisme qui monte dans les communautés musulmanes. Et je suis sidéré de voir les messages que je reçois de musulmans qui applaudissent à ce que je dis. Alors que des gens de nos milieux se jettent dans les bras de Zemmour. Exactement. Et rappelez-vous ce qu'on a dit hier, on va arriver à un point où ceux qui nous défendront des Juifs, ce seront les musulmans. Mais ça devient invraisemblable cette situation. Donc, c'est pas du tout une apologie de l'islam, mais il faut voir, là encore, quel est le plus grand des dangers. Alors, le
plus grand des dangers, c'est incontestablement la conquête juive mondiale. Ça, c'est certain. Le Grand Orient de France a condamné la pendaison d'une Marianne à Toulouse par des militants de l'Action française. Qu'en pensez-vous? C'est amusant, c'est amusant, j'avoue que je n'ai pas pleuré. Et ça m'a rappelé une chose que j'entendais de la part de mon père ou des amis de mon père quand j'étais jeune étudiant encore. C'était ce genre d'action que l'Action française faisait, enfin les jeunes d'Action française de l'époque faisaient entre les deux guerres. Ils allaient jusqu'à prendre des adversaires politiques et ils les badigeonnaient de rouge. Un truc comme ça. Bon. Alors, ces gags, bon, je dis bon, c'est mignon. Amusant. Mais je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que si on estime qu'un adversaire est dangereux, il faut l'éliminer. Il ne faut pas jamais l'humilier. Parce qu'il garde une rang supplémentaire contre vous. S'il est réellement dangereux, il faut l'éliminer. Mais là, la République, personne ne se sent touché. Oui. En attaquant la République, c'est pas comme si on a porté atteinte à une personne. Oui, non, vu que c'est un symbole. Bien entendu. Donc ça, bon, c'est amusant, c'est gag, comme je dis, mais ça n'a pas d'effet contre-révolutionnaire. D'ailleurs, dans leur communiqué, bon, très rapidement, ils ont dit « La haine de la Révolution française et de la République se retrouve ainsi à nouveau véhiculée par une extrême droite nationaliste dans les rues de France. » Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, simplement. C'est pas tout de faire des petits coups comme ça. Ce qu'il faut, c'est renverser le régime qui est le véhicule de cette idéologie. C'est ce que je plaide toujours et c'est ce que je vais dire d'ailleurs dans ma conférence de cet après-midi. Alors nous allons passer à la question de nos milieux. On passe à nos milieux. On va commencer avec une autre personne que vous appréciez beaucoup aussi. Pour Henri de Lesquen, l'État qui constitue désormais Israël est un fait accompli que l'on se doit de respecter. Faut-il se résigner de la situation et reconnaître Israël comme un pays légitime? Bon, alors ce qui m'a bien amusé, c'est de voir que ce passage a été relevé par Alain Soral. D'ailleurs, oui, c'est Alain Soral. C'est dans l'éditorial du dernier numéro de La Politique. Et j'avoue que je me suis fait un certain plaisir à citer Soral élogieusement, parce qu'il a mis le doigt dessus. Il a envoyé une bonne paire de claques, doublée d'un coup de pied aux fesses, à M. Henri de Lesquen, du Plessis-Cassot, de Médina, etc., rappelons ses origines juives. Et donc, quand Lesquen dit ce que vous avez cité, ben, il révèle justement son appétence du monde juif. Et dans ce cas-là, la République est un fait accompli, on doit l'accueillir, et si on continue comme ça, mais vous savez très bien que j'insiste toujours lourdement que je n'ai pas la preuve qu'il est franc-maçon, mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit va dans le sens de la maçonnerie. Rappelez-vous cet entretien qu'il avait eu avec des musulmans. Il y avait 2 musulmans, on doit remonter à 3 ans environ maintenant. On l'avait cité dans La Politique, bien entendu, et dans lequel un des intervenants musulmans lui avait dit « Mais est-ce que vous acceptez aussi le blasphème contre la religion catholique ?» Il avait répondu « Oui, tout à fait, pourquoi pas, etc. Toujours liberté d'expression, géométrie variable. » Et puis à un moment donné, il dit « Mais de toute façon, oui, il était question des francs-maçons, il dit « Mais les francs-maçons, oui, oui, pourquoi pas, et puis ils peuvent toujours se convertir, soit à l'islam, soit à la maçonnerie. » Donc là encore, il y en a un petit peu comme Zemmour. Il sait dire des choses qui peuvent faire plaisir à nos milieux, mais si on gratte bien, on voit très bien quelle est la manœuvre qu'il y a derrière. Le type qui vous écrivait dans le numéro 40 de sa lettre du Club de l'Horloge que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française, si c'est pas une patte maçonnique derrière, je regrette beaucoup. Ça veut dire quoi? Simplement, la France monarchique n'existait pas, là, mais ça ne comptait pas.
Donc voilà le personnage, je peux tout de même le rappeler. Mais alors par contre, il a sur le plan Zemmour, Henri de Lesquen est sur les mêmes idées. Oui, mais c'est ça qui est embêtant avec ce genre d'individu, c'est que un coup, on dit « Ah, c'est pas mal ça », mais il y a ensuite le reste qui passe. Et c'est ça qui est dangereux. Alors, deux hypothèses. Soit c'est un roublard de première, soit c'est un crétin. Et donc, pour revenir à la question, faut-il se résigner de la situation? Est-ce qu'on doit reconnaître Israël comme pays légitime ou... Non. Non, pour une raison très simple. C'est amusant parce qu'en ce moment, il y a toute une série d'études qui sortent comme quoi on n'a trouvé aucun vestige d'occupation ou de présence juive en Palestine. Par contre, ses origines seraient beaucoup plus vraisemblables dans la région qui s'appelle aujourd'hui le Yémen. Oui, j'ai vu ça. Et alors, comment on expliquerait le mur des lamentations, le temple d'Israël, le Salomon? Parce que ça a été occupé, il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui a beaucoup migré, et à un moment donné, ils sont installés là. Donc ils prennent possession. C'est l'histoire des Khazars. Oui, Rappelez-vous l'histoire des Khazars, on en a encore parlé. Même André Gandillon, qui pourtant a une fameuse sculpture, croyait à la fable des Khazars. Et le problème des Khazars, encore une fois je reviens là-dessus, c'est que oui, ce sont des Khazars, mais ce sont des Juifs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ces énièmes introduction d'une certaine peuplade juive en Khazarie, ils ont pris possession du pays et ils ont éliminé les gens du coin. Si la politique judéo-sioniste de Zemmour était jugée dans le futur, on dirait c'est les Français, alors que c'est surtout des Juifs. Juste un petit détail, il faut que je trouve ça, concernant le mur des lamentations. Apparemment, selon certains chercheurs, ce n'est pas un mur du deuxième temple, c'est le mur d'un théâtre romain. C'est possible. Apparemment. Oui, c'est possible. Il faut que je trouve ça. J'ai vu passer ça. Ah oui, c'est intéressant ça, je ne savais pas. C'est pas un mur du temple, du prétendu deuxième temple. Et alors si on a réussi à créer un pays comme ça, ex nihilo, on peut tout à fait le réduire à néant. Non, tu peux pas. Maintenant, tu peux pas. Vu les gens qui sont en place, rappelle-toi la Première Guerre mondiale. En 1916, je crois qu'il y avait lieu un armistice, on l'arrêtait là, l'Allemagne arrêtait la guerre, et je crois que c'était quelqu'un qui est allé voir les autorités anglaises, qui a dit, si on arrive à faire entrer les États-Unis dans la guerre, est-ce que vous nous donnez la Palestine? Oui, tout à fait, je me rappelle. Vous avez raison. Et les Américains sont arrivés en 1917. Tout à fait. Juste à la fin de la guerre, juste pour détruire les Allemands et ce qui est resté. D'où la provocation de Churchill, quand il a supprimé la protection du paquebot Lusitania, qui transportait des civils soi-disant, mais qui transportait aussi des armes pour l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il a retiré l'escorte? Et évidemment, le bateau a été torpillé, donc l'émotion. J'ai parlé de ça dans ma conférence de Lyon, d'ailleurs je vais la refaire au mois d'avril. Puisque n'ayant pas de technicien sous la main à Lyon pour enregistrer la conférence, je vais la refaire à Paris au mois d'avril. Donc je vais parler de ça justement, et là encore, et c'est comme ça que le complot mondialiste progresse, c'est à l'abri de tous ces coups tordus. Et bon, juste pour ceux qui nous écoutent, je crois que c'est interdit, que le livre est interdit en France, mais vous pouvez trouver tout cela dans le livre Douglas Reed, La controverse de Sion. Oui. Tout est cité avec toutes les références. Par contre, ça va être compliqué je l'ai, mais ça va être compliqué de l'avoir parce que je crois que la LICRA l'interdit. Quel est le nom de l'auteur? Douglas Reed. Douglas Reed, R2ED. Oui. Yoram Hazony, un proche de Marion Maréchal, affirme que le nationalisme est une invention juive et invite les Européens à greffer leur nationalisme respectif à l'arbre israélien. Que pouvez-vous nous en dire? C'est du Zemmour. C'est du Zemmour. C'est exactement la même manœuvre. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que ce qu'il dit n'est pas totalement faux.
Simplement, alors je ne sais pas si c'est par perversité ou par ignorance qu'il a dit ça, mais je voudrais rappeler une fois de plus que c'est Adam Weishaupt, d'origine juive, soi-disant converti, qui a été, parce qu'il a été pris sous la coupe d'un noble autrichien, je crois, qu'il a fait élever chez les jésuites. Adam Weishaupt, fondateur des Illuminés de Bavière, qui a créé le mot nationaliste pour désigner à ses adeptes le danger de la réaction nationaliste qui commence à voir le jour en France lors des prémices de la Révolution. Parce qu'un certain nombre de personnes, intellectuels de l'époque, commençaient à comprendre que derrière les idéaux de la Révolution se cachait l'internationalisme qui visait, comme disaient les conjurés de l'époque, à la République universelle, dont on a la traduction aujourd'hui avec le mondialisme, la gouvernance mondiale. Mais le terme nation est bien plus antérieur en soi. Ah, bien entendu. Bien entendu. C'est de... Bien entendu. Il y a Baudin déjà, Bossuet bien entendu qui parlait déjà de la nation, du temps de la monarchie. Et même aller enseigner toutes les nations. Oui, bien entendu, exactement. Quand le Christ dit allez enseigner toutes les nations, il ne dit pas allez enseigner tout le monde. Et ça c'est une des failles de l'enseignement dans l'Église aujourd'hui, c'est que sous prétexte qu'on croit que l'Église est universelle, ce qui est vrai en partie, et certains disent, bon, en fait, le mondialisme, ça ne nous dérange pas, puisque c'est universel. En fait, elle est universelle sur un plan spirituel, mais voilà, pas matériel. Mais tout en ayant la reconnaissance de l'existence des nations. C'est-à-dire pour toutes les âmes, en fait. Tout à fait. Donc, Marion Maréchal Le Pen, Lynn Zemmour, c'est la même chose. Non, c'est exactement la même ligne. D'ailleurs, rappelez-vous, elle l'avait invité lors de... la droite. Voilà. Les seuls aujourd'hui qui parlent de Zemmour, en plus de M. Lalanne, c'est... Lalanne Rissan. Oui, c'est Riposte Laïque. Oui, bien entendu. Et Marion Maréchal et ses sbires. Jean-Marie Le Pen a tout récemment accepté un entretien vidéo avec Daniel Conversano, qui se ressemble, ça semble? Apparemment oui, mais bon, je n'ai, vous savez, aucune sympathie pour Jean-Marie Le Pen, que j'ai tout de même très bien connu quand j'étais au Front National. Ce n'est pas par hasard si j'ai écrit mon livre « Histoire d'une trahison », c'est que j'ai vu apparaître progressivement sa trahison. On va simplement parler de sa fille Marine. Et tout a commencé avec lui. Je le plains quand même, parce que, bon, il est... Bon, c'est un has-been, comme on dit. Il est terminé. Et alors, il tire la langue, il est bien heureux qu'on veuille bien l'inviter encore à paraître. Et je me rappellerai toujours à une certaine époque, c'est quand j'ai décidé de casser la baraque au Front National, en 93, ayant justement constaté le début de la trahison, alors que j'étais encore en Belgique, j'avais créé les cercles nationalistes, puisque ça a commencé en Belgique, les cercles nationalistes français. Et Le Pen ayant eu vent de ma révolte, avait dit Ploncard de sac. Il se retrouva dans une cabine de téléphone avec 3 ou 4 personnes. Et maintenant c'est lui qui est dans la cabine de téléphone. Et juste pour rappel, sur votre livre Histoire d'une trahison, rien n'a été poursuivi. Exactement. Absolument rien. Et tous les documents que j'ai cités, qui sont dans le livre, que j'ai trouvés dans différents journaux, que ce soit, il y avait Aujourd'hui en France, Le Parisien, bien entendu Le Canard enchaîné, qu'il a repris, je me suis basé sur eux. Or, aucun de ces organes n'a été poursuivi par Le Pen. Et non seulement il ne les a pas poursuivis, pas plus que nous avec la politique, puisqu'on a cité toutes ces choses-là, et mon livre, en plus de ça, c'est venu après, non seulement il n'a pas poursuivi, mais il n'y a pas eu de démenti. Non plus.
La fameuse cuvée de champagne. Veuve Poignet, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de trahison? Parce qu'au final, il n'a jamais vraiment dévié. Vous disiez qu'il était revenu à ses premiers amours, qui étaient tendance Mossad et compagnie, non? Alors, vous avez raison, Diane, parce qu'effectivement, il a participé à l'opération du canal de Suez. Quand le colonel Nasser, en ayant ras-le-bol des Occidentaux pro-sionistes, avait en rétorsion fermé le canal de Suez. Il y a eu une expédition anglo-française notamment, à laquelle s'est associé le jeune Le Pen. Donc effectivement, depuis le début, il a été très proche des éléments. Mais il ne faut tout de même pas oublier, quand même, il a construit sa carrière politique sur le dos de l'extrême droite. Cette extrême droite sur laquelle il a craché quelques années plus tard, dans lequel il disait, et c'est une citation que j'avais trouvée dans Riverol, dans lequel il avait dit « Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet ». Donc voilà le personnage. Vous voyez pourquoi j'ai le plus profond mépris pour lui. Des internautes vous demandent plus de précisions concernant vos dires à propos de Roger Olindre. Lors du dernier entretien, vous aviez commenté, je vous cite, « Ancien militaire qui a fait la guerre d'Indochine, militaire valeureux, mais il fait partie de ces anciens gaullistes qui n'ont compris De Gaulle, ou tout au moins une partie de De Gaulle, qu'à partir de sa trahison, en ce qui concerne sa trahison en Algérie. » C'est ce que vous disiez lors du dernier entretien. Et un commentaire relevé sur YouTube dit « Olindre gaulliste, par moment le docteur pète les plombs. » Que lui répondez-vous? Je répondrai qu'il apprenne à lire. Parce que tout de même, j'ai été très clair. Je n'ai pas renié du tout ou minimisé les qualités de Olindre, au contraire. Il a écrit un certain nombre de livres intéressants, dénonçant De Gaulle, mais je répète, il fait partie de ces gaullistes et anciens résistants qui n'ont commencé à réagir contre De Gaulle qu'à partir de la trahison de De Gaulle en Algérie. Avant le parcours de De Gaulle, se rendant en 1916 sans combattre, une raison pour laquelle, contrairement aux autres officiers français, les Allemands ne lui ont pas rendu son épée. Sa fuite à Londres? Avant cela, quand il a pris sous son compte une étude d'état-major préparée sous l'égide du maréchal Pétain. Non, général Pétain, il était encore général. Général Pétain. Donc là encore, le type qui n'a pas de valeur par lui-même, qui pique le travail de ses collègues pour apparaître. Son petit jeu, soi-disant patriotard, au moment de la dernière guerre, en fait, s'il est parti en Angleterre, c'est parce que Pétain, qui avait fini par trouver qu'il y en avait marre avec ce personnage, n'avait pas voulu le reprendre dans son gouvernement. Et déçu, vexé comme un pou, dans son orgueil maladif, bon, il a dit, puis c'est comme ça, je fous le camp en Angleterre. Sur le texte même qu'il rapporte, je ne sais plus, je crois que c'est à Roger Stéphane qui dit ça, mais il s'adressait au général Spears, qui était l'agent de Churchill et membre du de l'Intelligence Service. Oui. Et quelles ont été les conditions? Il a exigé d'avoir le même traitement qu'un général anglais. Oui. Il a même payé. Je l'ai rappelé dans mon livre, qui est sorti cet été, sur De Gaulle, traitement d'un général anglais, et que si jamais c'était l'Allemagne qui l'emportait, il obtiendrait la nationalité britannique. Alors vous voyez, comme patriote français, il y a peut-être mieux. D'ailleurs, il y a un film sur lui qui est au cinéma depuis le 4 mars dernier. Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous avez peut-être l'intérêt? Non, j'en ai vu un certain nombre de commentaires, justement, qui me semblent assez parlants. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que c'est à la suite de mon livre qu'ils ont estimé devoir sortir ce film pour contrebattre tout ce que j'ai pu révéler sur ce misérable personnage. Mais je crois qu'il y a tout de même un petit peu de cela, parce qu'il n'y a pas eu simplement mon livre,
Il y a eu tout de même, j'ai fait un certain nombre de conférences sur De Gaulle, justement. Il y a notamment un texte qui est sur notre page document d'histoire de notre site, dans lequel je parle du parcours de Gaulle. Et puis, en fait, l'impression, quand j'ai vu cette annonce du film, je me dis, tiens, c'est curieux, parce que je sais tout de même, par différentes correspondances que je reçois, que, en fait, l'image du grand patriote de Gaulle est en train de s'estomper. Oui. Peut-être parce que petit à petit, la population remonte aux causes. Voilà, et qu'il fallait ranimer la flamme. Hervé Ryssen sera présent à la prochaine fête du Pays réel, organisée par Escada. Rappelons que Alain Escada a été prévenu par des auditeurs des insultes et menaces de mort proférées par Ryssen envers vous et vos collaborateurs. Alain Escada ne leur a jamais répondu. Un commentaire ? Ça parfait le profil de ce curieux personnage de Escada, qui n'a qu'un seul intérêt, c'est faire venir le plus de monde possible pour avoir des entrées, donc ça fait de l'argent. Donc c'est un personnage qui, malgré son étiquette catholique, quelque peu chapeauté par ce malheureux abbé Beauvais, et la fraternité Saint-Pédis, est un personnage absolument inconsistant doctrinalement. Quand on voit la liste des invités, des gens qu'il fait venir, c'est tout et le contraire de tout. Et des gens qui sont absolument hostiles à la ligne catholique et encore plus traditionnalistes. Donc je dirais que, quitte à ce qu'ils me poursuivent en justice, je dirais qu'Alain Escada est un escroc des idées. Et pas seulement des idées. Et pas seulement des idées. Ah oui, j'avais oublié ce volet-là. Justement, une chose qu'il faut rappeler, je crois que c'était, je ne sais plus quelle élection c'était, c'est une des dernières grosses élections. Il voulait présenter des listes de Civitas. Et donc il a fait un appel à l'aider à présenter ses candidats. Puis au dernier moment, pas de liste, etc. Je n'ai pas ouï dire que les dons de gens qui avaient été sollicités aient été remboursés. In the pocket, dans la poche. Dans la poche. Donc voilà le personnage. Donc, qu'il n'ait pas répondu, ça m'a amusé. Et je dois insister, on n'est pas au départ de la manœuvre. Ce sont des gens qui ont pris contact avec moi que je ne connais pas, notamment sur Facebook, quelques-uns sur notre mail, qui m'ont dit, écoutez, j'ai vu les insultes dont vous avez été victime de la part de Ryssen, menace de mort. On sait que M. Escada l'a déjà invité à plusieurs reprises à ces fêtes du Pays réel. Je lui ai écrit, alors certains disaient, je lui ai écrit pour lui dire, mais est-ce que vous allez, compte tenu de cela, vous allez continuer à inviter Ryssen? D'autres disant, je vais lui écrire pour lui, etc., etc. Ils m'ont tenu au courant, et aucun d'entre eux a reçu la moindre réponse de Escada. Donc c'est courage fuyant, en plus, et ça c'est un lâche. Hein? Alors, j'ai rien contre les Belges, donc je ne vais pas dénoncer ce petit Belge, parce qu'il n'est même pas belge. Il n'est même pas belge. Escada, c'est pas un nom belge que je sache. C'est pas Vandenberg. Hein? Et je ne sais pas si d'origine espagnole ou italienne, peu importe, mais en tout cas, c'est un... C'est italien, Escada. Ça peut être tout aussi bien. Escada, ça peut dire... En tout cas, il y a une marque de vêtements qui s'appelle Escada. Oui, Escada, ça veut dire échelle. Oui. Ça veut dire échelle. En portugais, en espagnol, ça veut dire échelle. Donc c'est un personnage sans origine définie, voilà, qui occupe le terrain, et je dois dire que, bon, il faut évidemment la bêtise des milieux religieux qui le soutiennent pour qu'il ait réussi à créer son personnage. Donc, je veux dire, comme vous avez bien fait d'insister, non seulement c'est un escroc sur le plan des idées, mais c'est un escroc sur le plan financier. Donc voilà le personnage. Mais là encore, ça montre la bêtise, la naïveté de nos milieux. Des gens qui se précipitent à cette soi-disant fête du Pays réel, ils croient qu'ils vont faire la révolution par leur présence à cette fête du Pays réel, qui est une réelle escroquerie. Il y a un autre événement qui donne raison à vos mises en garde en fait envers Escada. Il y a une annonce de synthèse nationale qui indique la collaboration du catholique Escada avec Roland Elie et Philippe Ronda.
Mais souhaitez-vous rappeler ce que cela cache? Oui, évidemment, ce que cela cache. Bon, Roland Elie, alors évidemment, c'est tendance nouvelle droite, pagano-athée. Qu'ils fassent leur bonheur avec Escada, le soi-disant grand catholique traditionnaliste, ça fait tout de même un peu bizarre. Quant à Randa, que je connais depuis longtemps, coronavirus, attendez. Que je connais depuis longtemps, que j'ai connu quand j'allais encore à Chiré, jusqu'au jour où j'en ai eu marre, c'est un garçon qui a, jusqu'à présent, édite des livres qui sont pagano-sataniques. Et qui fait les beaux jours, non seulement de Synthèse nationale, mais aussi de Chiré-en-Montreuil, les grands catholiques de Chiré-en-Montreuil. Donc vous voyez comment nos milieux sur lesquels les braves gens croient pouvoir se reposer sont infiltrés par leur propre complaisance. C'est ça nos milieux. Étonnez-vous après, et c'est pour ça que je dis toujours, pourquoi est-ce que la droite perd toujours tous ses combats? Suite à l'affaire Matzneff, Marion Sigaud a annoncé qu'elle quittait Égalité et Réconciliation. Que pouvez-vous nous en dire? Bon, alors, premièrement, il y a eu tout de même une certaine imprudence de Soral, qui c'est le personnage, Soral. Autant je reconnais que de temps en temps, il a des formules remarquables, dont le national-sionisme, etc., des choses pas mal du tout, qu'il voit bien, il cible bien, il définit bien. Et par moments, on se dit, mais bon, et ça revient, je pense, aux années antérieures à son état actuel, des copinages. Et notamment, il a dû être copain avec Matzneff. Et par, je sais pas, par nostalgie d'autrefois, il a eu des paroles un petit peu imprudentes en essayant tout de même d'atténuer la nocivité de Matzneff. Et la petite Sigaud, qui est une tordue, en a profité pour se faire valoir comme grande prêtresse de la morale, quel ordre moral, etc., en lui reprochant ça, en disant en sagesse noble, je quitte, etc. D'ailleurs, on la retrouve chez Escada maintenant. Donc, parfait. Et ce qu'il y a d'intéressant, et là aussi je l'ai cité, je crois que c'est dans mon dernier éditorial du dernier numéro de la politique, Soral lui a répondu. Et j'avoue que la réponse est pas mal. Et il l'a mouché en rappelant que cette donzelle de Marion Sigaud, ayant été interpellée par une mère dont la justice avait voulu, ou avait placé ses enfants, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, et que cette personne avait pris contact avec Marion Sigaud de façon à ce qu'elle prenne sa défense, qu'elle en parle sur le plan médiatique, etc. Marion Sigaud s'était défilée en disant « Ah oui, mais vous comprenez, ces réseaux pédophiles sont trop puissants, il faut prier ». Et Soral la mouche en disant « Bon, c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté, etc. Bon, elle se donne de grands airs, mais en fait c'est une lâche. » Donc voilà le fond de l'histoire. Et j'avoue que je me suis fait un plaisir certain à citer Soral, parce que là encore, il l'a très très bien mouché. Je regrette tout simplement qu'il ait mis le doigt maladroitement en faisant un certain mélange de Matzneff. Oui, il a défendu... Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Bon, il s'est pas mal rattrapé, mais... C'est ça. En fait, Soral m'énerve. Parce qu'on a tout de même pas mal de points communs, mais il n'est pas possible, enfin, dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible qu'on fasse ami-ami. Et j'essaye, quand il y a des choses qui sont dans notre ligne, de les mettre en valeur, enfin de mettre en valeur ses positions, mais quand il déconne, je m'excuse du terme, quand il déconne, je dis, tu dis des conneries mon bonhomme. Alors des internautes, bon on va en parler ce sujet une énième fois, parce qu'il y a des internautes qui ne vous comprennent toujours pas concernant François Fillon. Bon.
Il y a un commentaire qui a été relevé sur YouTube d'un monsieur qui dit « Décidément, toujours ce Fillon, je ne vous comprends pas, monsieur. Fillon, un voleur, menteur et parasite. Je ne vous comprends vraiment pas. Est-ce que vous souhaitez expliquer une énième fois pourquoi vous avez soutenu François Fillon lors de la dernière présidentielle ?» Ben, il faut bien. Il faut bien que oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas. Pourtant, c'est assez simple. Bon, alors, le problème de Fillon et de son épouse, c'est qu'en fait, ils ont utilisé les possibilités que donne la loi. Oui. Parce que dans cette histoire-là, on sait très bien qu'entre députés et sénateurs, il y en a au moins une centaine qui faisaient exactement ce qu'a fait François Fillon. Oui. Parce que c'était légal. C'est toujours légal. Alors, Y compris, comme il s'appelait le président de l'Assemblée nationale à l'époque, c'était Barthelone, non? je crois. Claude Barthelone, je je crois crois que que c'était Claude Barthelone. Claude Barthelone a fait exactement la même chose. Alors je voudrais qu'on m'explique pourquoi ce qui était permis aux autres, on est tombé sur le dos de Fillon pour la même chose. D'ailleurs, je crois que c'est le Canard enchaîné. Et c'est le Canard enchaîné. Donc, et en plus de ça, à l'époque, j'avais rencontré toute la chaîne qu'il y avait eu, du Canard enchaîné à certains conseillers de Macron, déjà Macron, qui préparait son petit show en vue de devenir président de la République, donc c'est bien avant les présidentielles. Et c'était passé par là, de façon à ce que ça puisse sortir sur le plan médiatique au moment des présidentielles. Donc là encore, pourquoi est-ce qu'on reproche à Fillon ce que d'autres continuent à faire sans problème? Il continue à faire, parce que ça a été, je ne sais pas quel organe de presse a révélé ça, le moment où l'affaire Fillon, on va dire, a éclaté, à l'Assemblée, il y avait plus d'une centaine de députés qui faisaient la même chose, voire pire. C'est ce que je viens de dire. Ils ont même relevé des députés qui employaient toute leur famille. Mais bien entendu. Femme, enfant, et ça continue. Et ça continue. Alors, bon, là encore, comme pour Rachida Dati, quel était le problème pour nous? On avait, parmi ceux qui avaient des chances de pouvoir être élus, il y avait 3 possibilités, enfin, tout au moins 2 au début, qui paraissaient vraisemblables. C'était François Fillon, qui avait été élu triomphalement lors des primaires de la droite, de l'UMP, puis c'était pas encore les Républicains, c'était les Républicains. Peu importe. Et il y avait Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, pour les raisons que vous savez, comme pour son père, pour nous, c'est exclu. La ligne sioniste, pas possible. Et puis, il y avait l'outsider, comme on dit, petit Macron. Bon. Donc, on avait le choix. J'ai suivi toutes les déclarations de François Fillon depuis son élection, et même un petit peu avant, et quand il a été candidat aux primaires des Républicains, j'ai suivi toutes ces déclarations. Et le type qui se déclare catholique, qui fait allusion aux racines chrétiennes de la France, qui fait allusion à Clovis, qui fait allusion à Jeanne d'Arc, vous pensez bien que ça ne pouvait pas faire plaisir à ceux qui nous gouvernent, en sous-main. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je recommence à le dire, c'est pour ça que le système l'a euthanasié. Ils étaient le Pas être plus clair. Ils étaient le seul que, je pense, lors d'un deuxième tour, pouvait faire, on va entre guillemets, éjecter ou barrage à Macron. Mais c'est évident. Mais c'est évident. Ce n'est pas c'est évident. Alors, et là aussi, je l'ai dit, parce que j'essaye vraiment d'être le plus honnête possible en fonction de toutes les informations que j'ai reproché sa naïveté. Il s'est entouré de gens qui n'étaient pas du tout à l'aune de ce qu'il défendait. Il a été eu. L'histoire du costume de cette espèce de trafiquant financier libanais, je crois, comme il s'appelait déjà, grand copain de Sarkozy, un coup bas de Sarkozy, là encore. Il est tombé en plein dedans. Il a accepté les costumes, alors qu'il aurait dit, écoutez, vous me rembarquez ça. C'est un naïf. Pour moi, c'est un naïf, avec une certaine appétence pour l'argent, mais dans le domaine où les autres en font autant.
Ou plus. Et tout. Et plus, parce que je voudrais qu'on se penche un petit peu sur l'état de fortune et les trafics d'Emmanuel Macron. Vous êtes médecin, occupez-vous de médecine. L'histoire a sa déontologie propre, ses exigences et ses méthodes, auxquelles vous comprenez goutte. Tel est le message que vous avez reçu d'un certain Pierre Aubé de la Société de l'Histoire de France. Je vous l'ai transmis justement pour que vous en fassiez une question. J'avoue que j'étais interpellé, comme on dit, parce que ce qu'il y a d'étrange dans cette algarade, c'est qu'il ne fait allusion à aucun des sujets que je traite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait monter au rideau? Mais il vous reproche juste d'être médecin, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait monter au rideau et vitupérer? Montre mes attaques sur De Gaulle, mes révélations sur De Gaulle, ma dénonciation du complot mondialiste. Mais non, il dit rien. Il dit rien, il n'ose pas. Il dit juste, vous ne comprenez rien à l'histoire. Oui, c'est facile. Est-ce que lui comprend, justement, dans l'histoire? Alors, en plus de ça, il me semble que c'est un historien canadien qui s'occupe des affaires canadiennes. C'est marqué, qui s'occupe de Trudeau. Oui, mais c'est Société de l'Histoire de France. Oui, ça existe. Je sais, je suis allé voir. Ça existe, je n'ai pas trouvé son nom d'ailleurs. Mais en fait, il Donc, ne reproche pas une chose précise. Pas du tout, rien. Okay. Rien, c'est. Donc en fait, pour parler d'histoire, il faudrait être historien. Ouais, et pour parler du coronavirus, il faudrait tous qu'on soit médecin. Ah oui, bien je sais pas. Non, c'est du n'importe quoi. Donc j'espère qu'il va entendre ce que je dis aujourd'hui, quand ce sera publié sur les ondes, et qu'il prendra la peine de dire ce qu'il me reproche. Et qu'on puisse avoir une discussion entre historiens. Vous êtes médecin. Bon, passons aux questions à l'international. On va aborder un sujet brûlant, on va dire. Le pape François a accepté la démission du cardinal Philippe Barbarin. Enfin, il avait déjà demandé une fois, il a été refusé. Oui. Le cardinal Barbarin, je rappelle, est mis en cause pour ses silences sur des abus sexuels par un ancien prêtre de sa paroisse, je crois. Oui. Est-ce que vous souhaitez revenir sur cette affaire? Non. Pour moi, franchement, c'est un détail. Si on voulait en parler, il faudrait remonter à tous les problèmes qui ont découlé de la mainmise sur l'Église du clan moderniste. Alors là, il y en aurait à dire. Parce qu'en fait, je sais bien que les problèmes d'homosexualité, de pédophilie, ça a toujours plus ou moins existé. Mais enfin, ça a pris des dimensions telles aujourd'hui dans l'Église moderniste actuelle qu'il y a tout de même peut-être une petite liaison entre l'enseignement, entre la croyance qu'auraient ces prêtres du rôle qu'ils ont à jouer. Quand on voit certaines déclarations d'évêques ou de curés, on se dit mais c'est pas possible, ils sont pas catholiques ces gens-là, ils croient pas, ils ne croient pas. Alors à partir du moment où ces gens-là ne sont plus que des fonctionnaires de l'Église, il n'y a rien qui les retient sur le plan moral. Alors il ne faut pas s'étonner des conséquences. Mais, par exemple, toutes ces révélations en cascade qu'on voit maintenant, et on fait une affaire énorme d'État, est-ce que pour vous ne voyez pas là un ultime torpillage de ce qui reste de l'Église? C'est évident, parce que là, à ce moment-là, on devrait aussi se pencher sur les penchants pédophiles, incestueux, des rabbins. On pourrait se pencher sur ce qui se passe dans le monde politico-médiatique. Aussi. L'éducation nationale. Certainement. Donc c'est une machine de guerre contre l'Église. Mais je dois dire que effectivement, l'Église actuelle, qui est moderniste, elle l'a cherché. Parce qu'apparemment, nombre de ces membres ne croient plus à leur mission.
Que pensez-vous de l'interdiction des messes pour cause d'épidémie? Tandis que les messes sont interdites en Île-de-France et dans l'Oise pour cause d'épidémie, un évêque s'oppose à la peur que le gouvernement tente de propager. Pouvez-vous développer l'entreprise de cet évêque? Alors, j'avoue que c'était... Alors, premièrement, je ne connaissais pas du tout le nom de cet évêque-là. J'en ai parlé d'ailleurs avec un des participants à ma conférence de Lyon de samedi dernier, qui apparemment le connaissait, qui m'a dit, j'avoue, j'ai été sidéré de voir cette déclaration, parce que c'était pas dans ses habitudes, jusqu'à présent, pour nous, cet homme était insipide et incolore, etc. Bon, il acceptait tout, etc. Et cette personne qui me rappelait justement l'impression qu'il avait de cet évêque, mais c'est qui cet évêque? Mais c'est curieux, on dirait que brusquement, il a réalisé quelque chose et il a dit, bon, maintenant ça suffit. Et les termes qu'il a utilisés, je ne sais pas si vous les avez. Mais non, mais quel est le nom de cet évêque? Le nom de l'évêque? Ah oui, je ne l'ai pas dit, parce que là, ah, vous ne l'avez pas? Attendez, c'est Pascal Roland. Pascal Roland. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est qui? C'est un évêque de où d'ailleurs? Ariège. Attendez. Ariège, non? Évêque de Belay-Ars. Bon, il se trouve que j'ai une partie de sa citation. J'ai trouvé vraiment pas mal du tout. On va s'en servir pour le prochain numéro de la politique. Alors voilà ce qu'il dit, entre autres. Plus que l'épidémie de coronavirus, nous devons craindre l'épidémie de la peur. C'est ce que fait Macron. Qui incite justement à la peur. Pour ma part, je me refuse de céder à la panique collective et de m'assujettir au principe de précaution que semblent vouloir imposer les institutions civiles. Ah, il a tout compris. Le père Michael Wenninger, ancien diplomate et membre du Conseil du Vatican pour le dialogue interreligieux, a expliqué dans son dernier livre, intitulé Loge et Hôtel, pourquoi on peut être à la fois catholique et franc-maçon. Que lui répondez-vous? Bon, eh bien écoutez, je vais être obligé de reparler de Monseigneur Ray. Vous vous rappelez ce que j'avais dit la dernière fois? Je crois que c'est lors du dernier entretien. À l'époque où je fréquentais encore Monseigneur Ray, un jour il m'avait dit qu'il recevait des messages de francs-maçons du Var, de son diocèse, lui disant, mais Monseigneur, parce que Monseigneur Ray est l'auteur d'un petit opuscule, comme quoi on ne peut pas être franc-maçon et catholique et franc-maçon. Et Monseigneur Ray me disait, voilà, je suis très embêté, je ne sais pas très bien comment leur répondre. Mais pourtant que c'était assez facile, et je lui dis, bah, écoutez Monseigneur, bon, de toute façon, vous savez, tous les documents que j'ai sortis sur la maçonnerie, sur les textes que les maçons eux-mêmes affichent, leurs croyances, etc., servez-vous des données que je donne. Et puis si vous voulez, on peut éventuellement essayer de bâtir un texte ensemble. Ah oui, très bien, on va faire ça. Puis les semaines ont passé, les mois ont passé, puis plus entendu parler de rien. J'ai compris rapidement que progressivement, Monseigneur Ray baissait son pantalon ou relevait sa soutane. Donc ça me rappelle exactement ça, c'est que vous avez tout un clan maintenant, non seulement à Rome, mais aussi en dehors de Rome, qui plaide, ami avec la maçonnerie, etc. Mais il n'y a pas de quoi s'étonner vu qu'on est dans l'œcuménisme. Bien entendu, évidemment, c'est pour ça que tout à l'heure, sur l'autre question que vous aviez posée, à propos justement des problèmes de pédophilie et d'homosexualité dans le clergé, à partir du moment où les religieux n'ont plus la ferme croyance de ceux qui sont censés défendre et enseigner, il ne faut pas s'étonner. Pourquoi voulez-vous qu'ils restent dans une droite ligne s'ils ne croient plus à cette ligne? Il faut rappeler aussi que quasiment tous les papes, à commencer par le pape Clément XII, je crois que c'est le premier, oui. Ils ont tous condamné la maçonnerie. Tous, jusqu'à Ratzinger, Benoît XVI, puisque déjà en tant que cardinal Ratzinger, il avait été à l'origine du texte rappelant que la condamnation de l'Église de la maçonnerie n'avait pas varié. C'était sous Jean-Paul II, je crois.
Oui, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Et donc, c'est à partir, ce pape François, c'est une calamité. En Allemagne, un attentat perpétré par un adepte de théorie du complot a fait 9 morts dans les communautés turques d'Allemagne. Souhaitez-vous donner un commentaire à ce sujet? Le commentaire qui me semble le plus évident, bon, sont les médias qui disent que c'est un adepte du complot, etc., mais bon, c'est eux qui le disent. Si réellement c'était un adepte du complot, moi j'aurais préféré qu'il s'attaque plutôt aux dirigeants politiques qui imposent l'immigration. C'est toujours la même chose. Rappelez-vous le nombre de fois où j'ai rappelé l'histoire des ratonnades en Algérie, vers la fin de l'Algérie, quand pieds noirs, et notamment pieds noirs juifs, faisaient des cartons sur les Arabes qui passaient dans la rue, pour se défouler, parce que bon, ils sentaient que ça allait péter, etc., qui n'a pas arrangé les choses. Donc on appelait ça des ratonnades. Donc c'était le pauvre type qui passait, pas nécessairement un salopard, il était victime. Et bien ça me fait penser exactement la même chose. Si en Algérie il y avait quelque chose à reprocher au FLN, il fallait s'en prendre à De Gaulle, qui avait donné la victoire au FLN alors que l'armée française avait gagné sur le terrain. Il ne faut pas oublier ça. Toujours la même chose. Eh bien, ce malheureux soi-disant adepte complotiste, eh bien, s'il n'est pas content de la politique en Allemagne, il va faire son affaire à Madame Merkel. La Russie se prépare à inscrire dans sa constitution que le mariage est une union entre un homme et une femme. Il va même faire une épouvantable. Ah, c'est épouvantable. Et ils vont même faire une référence historique à la croyance en Dieu dans le préambule. Souhaitez-vous commenter cette démarche? Moi je trouve ça absolument atroce. Étonnez-vous après ça que les médias occidentaux tapent toujours à bras raccourcis sur Poutine. Tout est là. Tout est là. Non seulement sur le plan géopolitique, c'est le méchant vilain petit canard qui empêche le développement du nouvel ordre mondial. Sur le plan de la morale, il vaut mieux que nos évêques et nos papes. C'est une constatation, ça. Il restreint la liberté des homosexuels, c'est un exactement. Etc. Et alors, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est ça qui me séduit chez lui, c'est que, en fait, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait comme ça, crac, boum, toc. Non. Doucement. Doucement, progressivement, il saucissonne les problèmes. Il s'installe dans la durée. Alors son nouveau truc est sorti il y a quelques jours maintenant, comme quoi il va pouvoir à nouveau se représenter à la présidence de la Fédération de Russie. Il y a un mélange chez lui de Philippe le Bel, de Louis XI et de Richelieu. Beau mélange. Moi je lui reproche une chose. La poigne, un certain aspect sanguinaire quand il faut taper là où il faut taper, l'aspect finno-manœuvrier d'un Louis XI, et la poigne tout aussi ferme qu'un Philippe le Bel, et de Louis XI aussi, de Richelieu. C'est vraiment un personnage on parlera de lui très longtemps. Pendant longtemps dans l'histoire. Et après, une chose que je me reproche, c'est que j'ai l'impression qu'il ne prépare pas sa relève. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe pas. D'abord, les histoires, on en parlait avec André Gandhion, et justement qui connaît pas mal les milieux russes. C'est difficile de le savoir d'abord parce que ils vont peut-être pas chanter sur tous les toits quel serait le successeur. Rappelez-vous ce qui est arrivé au successeur désigné de Franco en Espagne, l'amiral Carrero Blanco. Eh bien, les adversaires du franquisme l'ont fait sauter avec sa voiture. Donc, peut-être qu'il ne prépare pas, parce que souvent les grands hommes croient qu'ils sont éternels. Peut-être qu'il prépare, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si la l'assise populaire qu'il a, et tout de même aussi dans le monde politique russe, c'est que son action correspond à un assortiment général.
Donc il y a tout de même un terreau d'où devra sortir quelqu'un. Puis on verra. Ouais, l'histoire est en dents de scie, malheureusement. La Turquie a annoncé le déploiement d'1 millier de policiers le long d'un fleuve frontalier avec la Grèce, le fleuve Evros, pour empêcher les Grecs de repousser les migrants qui essaient de franchir la frontière. À votre avis, pourquoi cette attitude de la part d'Erdogan? Bon, ça je dirais que c'est presque un détail, parce qu'il y a bien d'autres choses à reprocher à Erdogan. Erdogan, rappelez-vous ce que j'en disais déjà 1 an et demi, 2 ans. Quand on parlait déjà de lui, à propos de la guerre civile en Syrie, dans laquelle Poutine avait commencé à s'impliquer de plus en plus. Et j'avais dit à l'époque que Erdogan ferait la pute entre les États-Unis et la Russie. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors un coup on croit qu'il est du côté des Russes, Rizet, etc. Poutine passe des accords avec lui, il y a un gazoduc qui est en train d'être construit avec les Turcs. Et puis un coup Erdogan démolit un avion russe avec ses pilotes. Ça remonte à 3 ans, je crois. Et Poutine, rappelez-vous, j'avais fait remarquer qu'il n'avait pas réagi à chaud, il avait attendu que les choses se modifient, et puis effectivement, apparemment, Erdogan s'était dit qu'il avait davantage intérêt à aller du côté des Russes. Et puis ça a été comme ça le petit jeu, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Bon. Et puis on en arrive à ces derniers mois, où Erdogan fait 2 choses. D'une part, il commence à envoyer du matériel lourd à Idlib, qui est une ville frontalière entre la Syrie et la Turquie, en appui aux terroristes qui sont contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Et il commence à bombarder avec ses tanks et ses avions les positions syriennes, et russes aussi pour la même occasion. Et dans le même temps, il envoie aussi des troupes en Libye, pour contrer l'alliance de facto entre Vladimir Poutine et le maréchal Haftar, qui est le concurrent au gouvernement légal reconnu par l'Occident sioniste. Donc là encore, on se rend compte que Erdogan fait le jeu des Américains et d'Israël. Dernièrement, Poutine s'est fâché. Il y a eu des bombardements sur les troupes syriennes, sur les troupes turques, et il y a eu de la casse. Casse en matériel, casse en homme. Donc c'est encore une fois le petit jeu subtil. Et Poutine, au lieu, alors bon, on peut le comprendre ou ne pas le comprendre, c'est le personnage de Poutine. On se dirait, bon, puisque c'est comme ça que Erdogan, une fois de plus, a révélé sa nocivité, le peu de confiance qu'on peut avoir en lui, bah, il faut lui rentrer dans le chou et puis régler le problème. Eh bien non, on voit que Poutine négocie, etc., essaye, et on se rend compte que Poutine ne veut absolument pas d'une guerre mondiale. Il fait tout pour l'empêcher, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que la Turquie fait partie de l'OTAN. Et si, comme diraient les médias occidentaux, la Russie agressait la Turquie, qu'est-ce qui se passerait? Donc, vous voyez, le jeu de Poutine, c'est toujours la même chose, c'est une subtilité, bon, probablement qui lui vient de son âme russe ou pas. On aurait peut-être tendance, nous, à régler les choses plus rapidement et plus brutalement. Ben, je dois dire que jusqu'à présent, sa méthode n'a pas trop mal réussi, parce qu'il progresse partout. S'il était pas ce qu'il est finalement intrinsèquement, il est certain que l'Occident ne lui taperait pas régulièrement à avoir un raccourci dessus. Donc, pour l'Occident, c'est un ennemi. Et c'est pour ça que je dénonce périodiquement l'attitude d'un Pierre Hillard qui, ou bien il est bouché de boucher, ou bien il est complice.
Oui, c'est pas un mondialiste qui ferait inscrire dans sa constitution la référence à Dieu. Exactement, c'est pas un mondialiste, très justement. Tout de même voir les choses, quelle est la réalité des choses au-delà de certaines apparences. Hein, parce qu'il y a l'aspect diplomatique aussi. Hein. Alors, il y a l'aspect diplomatique et les salamalek que l'on fait les uns aux autres, notamment de temps en temps aux Juifs. Et puis il y a ce qui se passe sur le terrain, qui n'est pas du tout favorable à Israël ni aux Américains. C'est ça, le personnage de Poutine, c'est ça. Et bon, il faut peut-être une certaine subtilité pour le comprendre. Et alors, pour revenir à Erdogan qui nous envoie des migrants, là, il demande de l'argent. Exactement, de l'argent mais bien entendu. en échange. C'est la pute. Oui, Il y a non, pas que mais ça. C'est la pute. Il Pas de plus. demande un espèce de... C'est pas un laisser-passer. C'est en fait qu'on traite les Turcs comme citoyens de l'Union Européenne. Pas besoin de visa, exemption Ah oui, de visa, merci. etc. Merci. Ouais, c'est- Alors une chose aussi que j'ai vue dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous allez confirmer, c'est qu'une des dernières déclarations, je crois que c'est de Maria Sarapova, qui est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, donc l'adjointe de Sergei Lavrov. Je crois que c'est elle qui a dit ça, à moins que ce soit Poutine directement, mais peu importe, c'est la déclaration qui est intéressante, disant, bon, vous êtes prêts à accueillir les migrants, musulmans, etc. Ça, c'est votre affaire, mais c'est aussi la nôtre. Parce qu'on ne veut pas d'une Europe qui devienne islamique. Ça nous intéresse Donc, pas. l'air de dire, bon, vous faites partie de notre orbite. Et si vous ne réglez pas le problème, nous allons le régler nous. Donc, on n'est pas sorti des affaires. En tout cas, le monde occidental n'est pas sorti des affaires avec Poutine. On passe à notre question. Stéphane Blay, ancien franc-maçon repenti, actuellement réfugié en Turquie, a dénoncé la venue de l'artiste sataniste Marina Abramovic à Istanbul. Souhaitez-vous commenter Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur Erdogan, justement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Erdogan est un domné, c'est-à-dire un maran turc, c'est-à-dire soi-disant juif converti à l'islam. Et il y a un livre récent qui est sorti, je ne me rappelle plus comment il s'appelait déjà, bon, peu importe, qui justement rappelait les origines de Erdogan, les origines juives d'Erdogan. Résultat des courses, c'est que le livre est interdit en Turquie et que son auteur va passer 17 ans en prison. C'est qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Et donc c'est tout de même intéressant à savoir. Donc ça explique justement le peu de fiabilité de Erdogan par rapport à Poutine. En fait, on retombe toujours dans le même problème, le problème juif. Et donc ça explique On n'en sort pas. sa complaisance envers cette sataniste Marina Mais Abramovic. voilà, c'est à ça que je voulais arriver comme conclusion. Comment s'appelle-t-elle? Abramovic. Si vous n'avez pas compris. Alors elle était proche de Hillary Clinton. Oui, tout On à la fait. voyait faire des Tout à fait. soirées Tout à fait. sanguinolentes ensemble. La fameuse, comment ça s'appelle, le truc là, dont on a beaucoup parlé. Ah, c'est- Pizzagate. Le quoi? Non. Pizzagate ou... Non, pas ça. Non, oui, la Pizzagate. Oui, Ouais. la Pizzagate. La Pizzagate. Oui, c'est une histoire un peu sordide Oui, aussi. oui, bien sûr, mais c'est Même ça. elles font des Mais c'est soirées ça. sanglantes. C'est ça, c'était une des grandes prêtresses de ces trucs. Bon, pour Nicolas Sarkozy, un Royaume-Uni se sortant bien du divorce avec l'Union européenne serait une incitation pour d'autres pays à faire de même. Il souhaite donc que cela se passe très mal pour la Grande-Bretagne et qu'elle soit économiquement saignée. Que vous évoque l'attitude de l'ancien président? Rien d'étonnant. C'est le pur mondialiste. C'est le pur mondialiste. Sarkozy est un élément clé du mondialisme en Europe et notamment en France. Il est évident que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pourrait donner des idées à d'autres pays de sortir et tout de même que je sache que les pays d'Europe ont vécu, notamment mieux que maintenant, quand il n'y avait pas la communauté européenne. Alors je ne vois pas pourquoi, c'est la fin de l'économie, c'est la fin du monde, etc. Si on sort de la... Mais comment faisait-on avant? Donc Et ça se passait mieux. on souhaite une belle réussite à la perfide Albion. Ben, les Anglais ont beaucoup
Pragmatisme. Oui, j'allais y venir. Ont beaucoup de défauts, mais sont des pragmatiques. Et ils savent très bien où sont leurs intérêts. Bon, ils ont estimé que l'Europe, alors que pourtant ils avaient un statut particulier, parce qu'ils avaient des conditions pour participer à l'Union européenne que les autres pays européens n'avaient pas. Hein. Puis de ça, ils ont gardé leur livre. Ils ont gardé leur livre, ils n'étaient pas dans Schengen. C'est pour ça que je pense que leur divorce avec l'Union européenne a été plus facile. Si la France faisait de même, ça serait beaucoup plus compliqué. Elle n'a plus de monnaie nationale. Elle est en Schengen, il y a plusieurs accords passés, donc ça serait peut-être... Ça se change tout ça. Ça se change, ça se change. Oui, ça se change, justement, c'est ce que j'allais dire. Bon, de même qu'on a créé l'euro, on peut recréer le franc ou l'écu, ou tout ce que vous voudrez. Non, c'est toujours la même chose, la volonté politique. La volonté politique. Quand Poutine a foutu à la porte les Rothschild de Russie, rappelez-vous la déclaration de Jacob Rothschild disant « Ah, mais Poutine est un traître au nouvel ordre mondial. » Et oui, c'était le successeur de Helmstein avec lequel tout marchait bien. Et puis ce petit Poutine se révèle être un adversaire du nouvel ordre mondial. Alors évidemment, ils ne sont pas contents. Le Wall Street Journal a estimé que l'Europe devrait compter sur elle-même en cas d'attaque de la Russie, sans attendre que les États-Unis la défendent. Selon l'auteur de l'article, la politique de Trump met en péril les relations transatlantiques et il insiste sur le fait que le problème de l'Europe n'est pas Trump, mais le manque de nationalisme. Êtes-vous de son avis? Oh que oui. Et alors là, vraiment, j'avoue que quand j'ai lu ce texte, je me suis frotté les yeux en disant « Pas possible, le Wall Street Journal qui sort ça, mais c'est notre position. » C'est évidemment le manque de réflexe de défense nationaliste dans les pays d'Europe, et notamment en France, qui fait que tout va à volo, que tout se détruit. Comment ont-ils pu laisser Comment ont-ils pu écrire ça? Ça, je comprends pas. Une petite citation. Les Européens ont remplacé le nationalisme non pas par la solidarité européenne, mais par le fantasme selon lequel on peut vivre en sécurité et avec la prospérité sans défense forte. C'est incroyable. Incroyable. Ça, il a un diagnostic parfait. Vous faites souvent allusion au biblisme protestant américain pour expliquer l'appui constant des États-Unis à Israël, quels que soient ses crimes. Une récente déclaration de Joe Biden, candidat démocrate aux primaires en vue des prochaines présidentielles américaines, devant un parterre de responsables juifs à Washington, vient confirmer votre analyse, dont s'y joint quelques exemples. Alors, j'ai plusieurs citations, mais je vous en cite une qui est particulièrement parlante. Croustillante. Le fait est que l'héritage juif, la culture juive, les valeurs juives sont une partie essentielle de ce que nous sommes, qu'on doit dire en toute honnêteté que l'héritage américain est en fait un héritage juif. Donc que pouvez-vous nous dire sur cette perception des choses? C'est exactement ce que l'on constate de l'évolution des États-Unis déjà depuis longtemps. Et à ce propos-là, je voudrais rappeler ce mot de Ariel Sharon. C'était après le 11 septembre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, son ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Shimon Peres. Donc, après le 11 septembre, les Israéliens avaient franchi un degré supplémentaire de répression en Palestine occupée. Et Shimon Peres disait à Ariel Sharon, mais ne croyez pas tout de même qu'on y va un petit peu fort, qu'on va avoir des retombées de la part des Américains. Réponse d'Ariel Sharon, ne vous inquiétez pas. Nous tenons l'Amérique. Et les Américains le savent. C'est dans mon livre d'ailleurs, le complot mondialiste. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est tout à fait d'actualité puisque Joe Biden est actuellement le candidat, alors c'est ça qui est amusant, il est le candidat démocrate concurrent à Bernie Sanders, qui lui est juif. Oui. Mais c'est Biden qui a gagné. Et à la limite, je ne sais pas comment ça va se passer, probablement c'est Biden, je pense qu'il va passer, mais je préférais avoir Sanders. Oui, parce qu'au moins c'est affiché. L'ennemi est net et clair. Que là, c'est toujours ma même stratégie.
Alors une autre citation par exemple parlante, qu'on y songe, je vous fais le pari que 80% des changements sociopolitiques, que ce soit à Hollywood ou dans les médias sociaux, sont le fait des personnalités juives de cette industrie. Leur influence est colossale, réellement colossale. Et, ajouterai-je, dans le bon sens du terme, on se trouve en présence de réussite et d'apports incroyables, d'une influence en profondeur dont les valeurs pétrissent toute la culture américaine et imprègnent notre constitution. Ouais. L'héritage américain. Ah non, c'est vraiment la lèche totale et intégrale. De toute façon, c'est qui a dit que le président américain n'est pas président, il est un employé. C'est un journaliste de gauche belge, Michel Colomb. Ah oui. Michel Colomb, c'est un journaliste belge. Michel Colomb, oui. De gauche qui a dit le président américain est un simple employé. Tout à fait. Mais là où il y a une petite surprise, c'est que John Fitzgerald Kennedy n'a pas répondu à la définition. D'où son élimination. Une dernière question, docteur, parce que beaucoup de gens se posent la question. Le tableau de Clovis derrière vous, alors, il y a certains qui sont surpris par la poitrine dénudée de l'ange. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce tableau pour représenter les cercles nationalistes français? C'est parce que je suis un pervers, c'est bien connu. Non, mais qu'on arrête avec ces conneries, cette espèce de puritanisme coincé, etc. Mais qu'ils aillent voir la chapelle Sixtine à Rome. Alors là, de la chair, il y en a. Hein. Non. Mais ils vous répondront que c'est pas un modèle non plus. La chapelle Sixtine, justement, c'était déjà une décadence à une certaine époque. C'était là, mais écoutez, il ferait tout de même mieux d'être un peu plus attentif sur les déraillements politiques, y compris dans leur chapelle tradie. Oui. Rappelez-vous tout de même que ce sont des librairies tradies qui ont invité à la signature des livres de Zemmour. Hein? Ça les dérange pas, mais un petit sein qui apparaît comme ça, mon vieux cul. Qui diffuse le livre de Christian Boucher sur Aleister Crowley. Voilà, exactement. En plus de ça, c'est vrai, j'allais oublier. C'est pas mal non plus. Donc voilà le milieu. Alors il s'attache à des trucs comme ça, des bondieuseries. Des pudibonderies. Des pudibonderies, ça me fait penser à la pudibonderie des protestants d'autrefois. Comme ça, coincés. Mon Dieu. Je ne sais pas, vraiment, je me disais, quand je disais un peu provocateur à l'instant, c'est parce que je suis un pervers, en tout cas, je n'ai aucun point commun avec ces gens-là. Rappelez-vous certains papes d'autrefois, qui avaient des mœurs absolument dissolues. Ils n'ont jamais touché au dogme. Par contre, aujourd'hui, notamment à partir de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II aussi, Jean-Paul Ier, pas eu le temps. Ils l'ont liquidé. Benoît XVI, ils l'ont pas liquidé, mais c'était tout comme, ils l'ont fait passer. Et on a maintenant un François. Alors, on n'a pas d'informations sur les scandales sexuels les concernant, mais le scandale réel, c'est qu'ils touchent au dogme. Mais ils vous répondront qu'ils ne les reconnaissent pas forcément comme papes et qu'ils sont conscients du problème moderniste et que ce n'est pas une raison pour afficher un sein, les seins nus, je ne sais quoi. Ah oui, mais ça me rappelle aussi la réaction de l'abbé Cottard que je connaissais bien. Lorsque la première édition de mon livre sur le nationalisme français était sortie, c'était déjà cette illustration. Et puis un jour, je lui dis, mais comme ça, en passant, en lui disant, mais j'espère que vous en pouvez vous parler de mon livre à vos paroissiens. Et le cri d'effroi, ce brave abbé, me disant, mais vous n'y pensez pas, avec la poitrine dénudée de cet ange, déjà. Ça nous laisse pas tout là. Je ne sais pas, mais c'est vraiment toujours prendre le détail pour le principal, alors que le principal fout le camp. Oui, c'est tout à fait ça. Et est-ce que vous pouvez alors nous expliquer pourquoi ce tableau-là
Tout simplement parce que c'est le seul tableau que je connaisse qui représente le couronnement de Clovis. C'est aussi simple que ça. Alors, si ça les dérange qu'ils mettent un bandeau noir sur le sein, cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est comme ils ont fait la chapelle Non, Sixtine. mais écoutez, Ils avaient mis après, ça a été restauré. Les drapés. Les drapés, oui. Alors là, encore une chose, c'est une des failles justement de nos milieux, notamment dans les milieux religieux, c'est que ils vivent en dehors, ils vivent dans leur bulle, en dehors du siècle. Bon, le siècle n'est pas très joli à contempler, c'est évident, mais ce n'est pas en restant dans sa bulle qu'on va pouvoir agir sur le siècle. Et ce n'est pas en étant coincé qu'on va pouvoir agir. Ils n'ont pas compris que la mentalité a changé, qu'on a tout fait pour détruire toutes les valeurs qui existaient, et que ce n'était pas en se réfugiant dans leur bulle qu'on va y arriver. Il faut tout de même participer à la vie telle qu'elle est aujourd'hui pour progressivement prendre le pouvoir. Mais non, ils se complaisent dans leur petit nombril à dire « nous avons raison ». Le problème, c'est que les choses n'évoluent pas. Alors ça me fait penser à ce genre de catholiques, souvent, pour en revenir au coronavirus, disent c'est un châtiment divin. Ouais. Là, pareil, on vit dans un monde terrible, c'est le châtiment divin. Tout à fait. Mais l'autre qui vous dit, de toute façon, c'est la fin du monde, c'est plus la peine de s'agiter, etc. Donc, ils démissionnent, c'est trop commode, c'est trop commode. Pourquoi croyez-vous, est-ce que je me bats? Est-ce que je me bats comme ça parce que ça m'amuse de me battre? Non, c'est parce que je pense que si on se bat réellement, on peut faire évoluer les choses progressivement. D'ailleurs, rappelons ce que disait Sainte Jeanne d'Arc, nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Et puis, je ne sais plus qui disait ça, c'était... Sainte Thérèse. Non. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre. Oui. Qui est-ce qui disait ça déjà? Non, mais eux, ils se complaisent à contempler leur petit nombril, dans leurs petits chaussons bien au chaud, sans participer au combat extérieur, donc bien à l'abri des regards. Ah oui, mais je prie. D'accord, mais prier, mais c'est pas suffisant. Aussi. Sainte Thérèse de Lisieux, je crois qu'il disait agir comme si la prière n'était insuffisante et prier comme si l'action était... Tout à fait. Je trouve cette phrase extraordinaire. Les deux, on a bien les deux. Donc des grands saints ont toujours dit justement, c'est bien de prier, mais il faut agir aussi. Et la vieille formule, aide-toi et le ciel t'aidera. La Fontaine. Bon. Oui. Très bien, monsieur Boucard-Dassac, merci beaucoup. Eh bien, Diane, merci. Bon, je suppose qu'encore une fois, je n'ai pas fait plaisir à tout le monde. Bon. Ce ne serait plus vous, non, mais Diane, le pire, je sais pas... Vous savez très bien que ça ne me dérange pas du tout de déplaire, mais le problème, c'est que je déplaise n'est pas normal. Il n'est pas normal que je déplaise quand je dis des choses qui me semblent être des vérités, comme si j'enfonçais des portes ouvertes. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi est-ce que la droite perd toujours ses combats? Parce qu'ils ne savent pas se battre, parce qu'ils ne veulent pas se battre. Vous avez remis une petite secousse, voilà. Merci, monsieur Boucard. Merci beaucoup. Des piqûres de rappel ou des électrochocs de rappel. Je voudrais rajouter une chose, c'est que la puissance de frappe que nous avons, je la dois en très grande partie à tous les correspondants et correspondantes qui nous envoient des documents. Il est certain qu'on n'aurait pas la possibilité de temps de pouvoir couvrir autant de sujets avec autant de documents parlants, démonstratifs. Donc je tiens à les remercier de leur collaboration parce que tout ce que je fais, tout ce que nous faisons, je ne pourrais pas le faire sans toute cette somme de documentation que l'on m'envoie. Donc merci à toutes et à tous qui font ce travail de préparation des prochaines offensives. Merci à vous.